Avec nous, Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Vous avez été député, vous avez été ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale et aujourd'hui président du Conseil constitutionnel. Vous êtes le benjamin des fils de Michel Debré, rédacteur de la Constitution de la Ve République. C'est vrai que vous vous intéressez à la généalogie et que vous écrivez un livre sur votre famille? C'est pas tout à fait comme ça. J'avais écrit il y a quelque temps un livre qui s'appelait Ces femmes qui ont rêvé la France. Et à cette occasion, je m'étais dit, mais ce serait intéressant de savoir d'où je viens. D'où je viens. Interrogation que tout le monde se pose. Alors, j'avais des idées un peu vagues sur ma famille, et donc je suis parti dans le berceau de la famille, à Weishofen, près de Strasbourg, pour consulter les registres et pour voir comment cette petite famille juive d'Alsace était arrivée à Paris et avait progressivement monté les marches de la République. Et naturellement, ce travail qui n'est pas fini, car plus je découvre de choses, plus j'en découvre d'autres, m'a amené à deux dates qui sont pour ma famille essentielles. C'est le 30 décembre 1800. Pourquoi ? Parce que c'est la naissance de mon arrière-arrière-grand-père, Jacques Debré. Et c'est le lendemain de la Révolution française où avec la Révolution s'ouvre pour les Juifs un moment exceptionnel. Tous les préjugés n'ont pas disparu naturellement, mais le champ des possibles devient et s'est élargi. La reconnaissance d'un corps électoral sans distinction de religion est essentielle, et notamment essentielle pour les Juifs. Et Jacques Debré, mon arrière-arrière-grand-père, va être dans la lignée familiale le premier à être élu à Weishofen maire adjoint. Premier élu de la République. Et c'est important, pourquoi ? Parce que en faisant des recherches, l'une des découvertes que j'ai faites, c'est que Jacques, seul juif du conseil municipal de Weishofen, avait fait adopter une décision par le conseil municipal de Weishofen qui consistait à débloquer des crédits pour la synagogue, l'église protestante, on appelait ça l'église protestante, et l'église catholique. L'église protestante et l'église catholique étaient dans un même lieu. Le conseil municipal a décidé de faire donc 3 lieux de culte. Et attenant à ces lieux de culte, des écoles religieuses, et marque d'une extraordinaire tolérance. Je suis juif, mais j'accepte qu'il y ait d'autres religions. Et c'est très important parce que quelques années plus tard, bien plus tard, avant que je devienne ministre de l'Intérieur, mon père m'a fait venir, il était très malade, allait bientôt mourir, et il m'a dit, quand le maire de Weishofen, berceau de la famille, te demandera quelque chose, tu ne t'intéresses pas à sa couleur politique, tu lui trouves les subventions, parce que c'est une petite commune qui n'a pas de grands moyens. Et d'ailleurs, peu après ma nomination au gouvernement, j'ai vu arriver le maire de Weishofen, qui m'a demandé des subventions pour mettre la synagogue hors d'eau, très belle synagogue, pour restaurer l'église catholique et pour restaurer aussi le temple protestant. Et c'est alors que j'ai découvert, que j'ai trouvé ces subventions, que j'ai découvert que ces édifices religieux, ils étaient là parce que c'était une décision de mon arrière-arrière-grand-père au conseil municipal. Donc une première date.
Et alors la deuxième date, j'imagine que c'est 1854, la naissance de votre arrière-grand-père, Simon Debré, à Westhofen, dans le Bas-Rhin. Oui, alors la deuxième date concerne Simon Debré, mais c'est le 14 septembre 1872. Pour demeurer fidèle aux idées de liberté, d'égalité qu'incarne à ses yeux la France républicaine, Simon, qui n'a que 18 ans, avec l'autorisation de son père, quitte l'Alsace. Quitte l'Alsace parce qu'il ne veut pas être citoyen allemand. Et tout ça va jouer sur le comportement de Simon. Car pour lui, la République, elle est porteuse de valeurs, et non et des valeurs de laïcité, c'est-à-dire de tolérance. Simon va monter à Paris, va faire ses études rabbiniques, va devenir rabbin de Sedan, puis... Alors pourquoi, ça on a bien compris que la République coule dans les veines de la famille, ça tout le monde en est conscient, mais comment Simon Debré est-il devenu grand rabbin? C'était une vocation. Je vais. Alors, Jacques n'est pas religieux. Jacques est un commerçant, son père. Mais dans la famille Debré, à l'époque, il y a beaucoup, sinon de rabbins, de gens très proches qui travaillent tous les textes, etc. Et donc, c'est la vocation et c'est de Simon. Et donc, il monte à Paris et il suit l'école rabbinique de Paris. Il est affecté, la suite est intéressante, il est affecté d'abord à Sedan, et assez rapidement, il considère que le rabbinat de Sedan est trop petit pour lui. Plus exactement, il a déjà 3 enfants, et il voit l'avenir et il trouve qu'il faut qu'il se rapproche d'une plus grande ville. Il postule à Bordeaux, mais sa candidature n'est pas acceptée. Il commence déjà à avoir une petite notoriété. Il a écrit des recueils de prières, et on le considère comme un rabbin érudit. Et finalement, il va devenir rabbin du consistoire à Neuilly. Je dis bien rabbin du consistoire. D'ailleurs, comme le ressort du rabbinat de Neuilly n'est pas assez important, on lui a agrandi son rabbinat. C'était déjà d'ailleurs à Neuilly des juifs libéraux, entre guillemets. Il y a un orgue dans la synagogue. Qu'il y a toujours aujourd'hui. Et donc, voilà. Pourquoi c'est important? Parce que va apparaître l'affaire Dreyfus, l'antisémitisme et l'affaire Dreyfus. Et Simon, face aux thèses antisémites, ne va pas les prendre au sérieux parce que pour lui, l'antisémite est antinomique de la République. Et donc, il ne croit pas que ces thèses sont amenées à durer. Et c'est dans ce cadre qu'il y a l'affaire Dreyfus. Or, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, je ne la connais pas bien, mais l'histoire des rabbins pendant l'affaire Dreyfus, on voit qu'ils ont été assez modérés. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y a pas de séparation des églises et de l'État, et que les rabbins sont fonctionnaires de l'État. Donc ils ont un devoir de réserve. Sauf les rabbins du consistoire, qui sont payés par les fidèles et qui sont beaucoup plus libres vis-à-vis de l'État. Et donc Simon va suivre le grand rabbin Lazare et va prendre des positions favorables à Dreyfus. D'autant plus que la femme de Simon est apparentée à la femme du capitaine Dreyfus. Donc voilà, Simon... Ils viennent probablement de la même origine, absolument. De l'Alsace. Absolument. Et donc, voilà, cette famille apparaît dans cette famille
le fils de Simon, Robert. Là, il va y avoir une déchirure, mais une déchirure pas totale, car mon grand-père, Robert, va épouser une catholique. Alors c'est un drame dans la famille de Bray, vis-à-vis du grand rabbin, mais pas totalement un drame, parce que qui Robert épouse? Il épouse une jeune femme, Claire de Babonson. Or, cette femme est catholique, mais le père de sa femme est un catholique qui est un peintre qui a illustré le J'accuse de Zola. Et ce sont une branche toulousaine qui est catholique et qui est dreyfusarde. Et donc, voilà, si vous voulez, et finalement, quand mon père va arriver plus tard, il arrive et d'ailleurs c'est pour moi la même chose, dans une famille où l'intolérance religieuse, on ne la comprend pas. Elle ne fait pas partie de notre modèle. Les extrémismes religieux, nous ne les comprenons pas. C'est une famille juive qui s'alliait avec une famille catholique dreyfusarde, mais par-dessus tout, c'est ce que je vois avec l'enseignement de Simon, nous sommes français, républicains et juifs. Alors, il est devenu rabbin de Neuilly-sur-Seine en 1888. Il a été aussi à l'origine de la synagogue actuelle de la rue Ancel, et il est l'auteur d'un rituel que tout le monde peut voir. Je crois qu'il est encore en usage à la synagogue de Neuilly, un livre de prières qui porte son nom et qui est donc toujours en vigueur actuellement. Oui, je peux vous raconter une petite anecdote. Il y a 3 ou 4 ans, je fais beaucoup de bicyclettes dans Paris. Et rue de Rivoli, je m'arrête. Il y a un vieux monsieur qui vient me voir et qui me dit « Vous êtes Jean-Louis Debré ?» Je dis « Oui. Voilà, je suis à la fin de ma vie. Mes enfants ne s'intéressent pas à grand-chose. J'ai toutes les œuvres de votre arrière-grand-père. Est-ce que je peux vous les donner ?» Je dis « Écoutez, monsieur, ce serait bonheur de les avoir. » Il s'en va. 2 jours après, sans qu'il laisse de nom, il dépose au concierge du Conseil constitutionnel tous les livres de mon arrière-grand-père. Et parmi ces livres, il y a il est aussi l'auteur d'un petit livre, L'humour judéo-alsacien. D'ailleurs, notre ami Alexandre Adler, qui collabore à l'Arche, a reçu, m'a-t-il dit, en cadeau de mariage, ce livre, où votre arrière-grand-père a rassemblé des dictons et des sentences alsaciens. Oui, absolument. Alors, tout ça a beaucoup vieilli. Je dois vous dire, je le regarde de temps en temps, mais oui, il a été... Simon était un très grand lettré, qui avait une culture exceptionnelle. Mais il était aussi persuadé qu'il ne fallait pas que la langue juive, le yiddish, disparaisse. Et il était inquiet de cette éventuelle disparition. Et donc il a retrouvé un certain nombre de formules qu'on trouve dans l'humour judéo-alsacien, qui avait une finalité, c'était sceller une langue qui était liée à une religion. Mais il a plus été connu par ses livres de prière et ses commentaires sur le livre. Il est mort en 1939 et il est enterré aujourd'hui au cimetière du Père-Lachaise. Oui. Et j'ai un deuxième souvenir. J'ai pas un deuxième souvenir. On m'a raconté une autre anecdote, si vous voulez.
Nous sommes au moment de la guerre et la femme de Simon, qu'on appelle grand-mère de Bray, doit avoir 80 ans ou plus. Et mon père, Michel, et son père, Robert, sont allés cacher ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, pardon, à Montauban, avec la collaboration de Monseigneur Bourdeau, évêque coadjuteur de Montauban, et de Monseigneur Théas. Ils ont caché cette vieille femme qui, à plus de 80 ans, était inquiétée parce qu'elle était la femme et la fille d'un rabbin. Et ça montre aujourd'hui où je vois partout des gens qui s'interrogent sur le rôle de Vichy pendant cette période. Moi, je pense toujours à mon arrière-grand-mère qui, parce qu'elle était femme de rabbin, parce qu'elle était fille de rabbin, était à 88 ans inquiétée, recherchée, etc. Nous sommes au Palais Royal, puisque vous m'interrogez dans mon bureau. Au moment de la guerre, le frère de Robert habitait sur le Palais Royal. Et naturellement, il faisait de la résistance et on lui avait dit ne reviens pas chez toi. Si tu reviens chez toi alors que tu es recherché par la police de Vichy, tu te feras arrêter. Il était jeune, on commet toujours des erreurs. Et il revient un jour chez lui, probablement pour chercher des vêtements, je ne sais pas. Il n'était pas là depuis une demi-heure, qu'il entend les voitures de la police de Vichy s'arrêter dans la rue de Valois. Et il s'est échappé par les balcons, par le balcon du Palais Royal, et il s'est échappé grâce à l'endroit où je suis aujourd'hui, c'est-à-dire au Palais Royal. C'est le destin. C'est une belle histoire. Ouais. C'est une belle histoire. Et dans le livre qui vient de paraître, que Solange Brousse vous consacre, elle dit ceci: dans la famille, on ne parlait jamais des grands problèmes de la vie, la mort, le sexe, l'argent, mais beaucoup de la France. Ça, on s'en doute. Et de la République. Et de la République. De la France et de la République. Qu'est-ce qu'on disait de lui dans la famille, de cet arrière-grand-père? Qu'est-ce qu'on vous a raconté sur lui et qu'est-ce qu'il symbolise à vos yeux? Écoutez, mon arrière-grand-père Simon symbolise pour moi l'exemple d'une famille, petite famille, modeste famille, qui, ayant fait le choix de la République et de l'école de la République, a monté progressivement les marches de la République. La deuxième idée qu'il m'a inculquée, c'est que la République doit tolérer toutes les religions. On n'est pas juif, on est français. D'ailleurs, quand se posera, mais je serai peut-être plus au courant dans quelque temps, parce que je fais des recherches sur les discussions sur le sionisme, on verra Simon très opposé au sionisme, en disant le retour est une absurdité, ne créons pas un État juif. Il n'y a pas il disait, je suis français, je suis républicain de religion juive. Mais ça, on en reparlera si vous me réinvitez, parce que ce sont des débats qui avaient lieu avant-guerre, oui, au début du siècle. C'était très intéressant. C'était très intéressant parce que aujourd'hui, ça ne fait plus de débat, mais à l'époque, il y avait un véritable débat, un véritable débat. Et c'est pour ça que je vous dis que j'ai appris de Simon la République, car s'il a quitté l'Alsace pour venir en France, c'est parce qu'il était républicain. Il a choisi la République parce que, depuis la Révolution française, la République avait garanti le libre exercice de son culte. Donc je crois qu'il m'a appris tout ça, la tolérance, le fait que il faut ne pas se cacher, que chacun a le droit
d'être respecté, et chacun doit respecter les autres. On parlait beaucoup dans la famille Debré de la République, de la France. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Je sais bien que vous avez un devoir de réserve comme président du Conseil constitutionnel, mais est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de la France dans la famille Debré? Que c'est un grand pays et qu'il faut que le destin et l'avenir de la France dépend d'abord des Français. Merci, Monsieur le Président.